L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Sarah Guibaudot. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste à la rédaction de France Inter, aujourd'hui rédactrice en chef. Nous sommes le 13 novembre, il y a 4 ans aujourd'hui. Des attentats revendiqués par le groupe État islamique faisaient 130 morts, 493 blessés sur les terrasses parisiennes, au Bataclan et devant le Stade de France à Paris. Vous racontez, Sarah Guibaudot, dans un podcast remarquable, en 9 épisodes de 20 minutes, cette soirée d'horreur, mais surtout ce qui a permis qu'elle ait lieu, le parcours des terroristes, des commanditaires et l'histoire du groupe au nom duquel ils ont agi, l'État islamique officiellement aujourd'hui battu en Irak et en Syrie. On y reviendra. Votre série, Sarah Guibaudot, vous l'avez écrite à la première personne. Elle commence avec votre souvenir personnel de ce soir-là. Comme nous tous, vous vous souvenez exactement de l'endroit où vous étiez quand vous avez compris que quelque chose de grave était en train de se passer. Oui, j'étais chez moi tout simplement et c'est vrai que comme j'habite dans le nord de Paris, j'ai très vite entendu les sirènes des véhicules de secours, de police et beaucoup plus de sirènes que d'habitude. Et puis tout de suite, comme tout le monde, je regarde mon téléphone portable, j'appelle la radio, on essaye de comprendre ce qui se passe. Et ça a été très très compliqué tout au long de cette soirée d'ailleurs. Il y avait des alertes dans tous les sens, d'essayer de reconstituer le fil des événements. On n'a pu vraiment le faire qu'après, mais très vite évidemment, on sait qu'il y a eu des explosions au Stade de France, qu'il y a les fusillades dans Paris. Et moi, comme d'autres journalistes, je vais me rendre devant le Bataclan vers 22h où on va attendre l'assaut. Voilà, on entend les explosions, on entend les détonations, on ne comprend pas bien ce qui se passe à l'intérieur. Et depuis lors, c'est vrai que comme beaucoup, j'ai eu cette envie de comprendre, de savoir ce qui s'était passé. Et c'est un travail en fait que j'ai fait tout au long de ces années au service enquête-justice de France Inter, de retrouver des témoins, comme j'étais journaliste spécialisée dans le domaine judiciaire, d'essayer de suivre l'enquête et de comprendre comment on en était arrivé là. C'est un travail de titan que vous avez fait. Vous avez recueilli effectivement énormément de témoignages. On entend au cours de la série un ancien juge d'instruction, un repenti, le père de l'un des terroristes du Bataclan, un ancien otage. Vous vous êtes plongé dans le dossier d'instruction qui fait des centaines de milliers de pages. Une enquête qui, à l'heure où l'on se parle, est bouclée. Alors, elle est bouclée. Dans le courant de la semaine prochaine, on attend le réquisitoire du parquet national antiterroriste, ce qui va donner, je pense que ça va faire 1 millier de pages, et ce sera, du point de vue de l'accusation, le premier résumé extrêmement complet et précis de ce dossier qui fait effectivement plus de 450 volumes. C'est, je pense, l'enquête la plus colossale qui ait jamais été menée en France et qui est à la hauteur de l'événement. Et qui aussi à cheval sur plusieurs pays. Une grosse partie de l'enquête, effectivement, a été menée aussi par les autorités belges. Et il y a effectivement une histoire... C'est aussi une page de notre histoire contemporaine qui se raconte, je trouve, à travers ce dossier-là. Et vous avez essayé de recoller les morceaux avec des zones d'ombre. On va y revenir. D'abord, qu'est-ce qui vous a, vous, surprise dans votre enquête le plus ? Honnêtement, non. Moi, je savais un peu ce que j'allais trouver. Les zones d'ombre, effectivement, il reste quelques... Je pense qu'on a quand même l'essentiel. Il reste des interrogations, notamment sur vraiment comment ça a été décidé là-bas en Syrie, au sein de l'État islamique. Je pense qu'on n'a peut-être pas encore vraiment toutes les personnes impliquées là-bas. Les commanditaires, il y en a un seul qui a laissé des traces de son implication, c'est le Belge Oussama Attar, parce que vraiment il a été identifié par certaines personnes, on a des messages, mais vraisemblablement il n'était pas seul. On sait qu'il y avait toute une structure à Raqqa qui s'occupait de préparer des attentats, ce que j'appelle par facilité journalistique le bureau des attentats. Et là, voilà, on a certains des intervenants, mais on a des bribes en fait d'informations, surtout notamment par des témoignages de ceux qui rentrent ou de ceux qui se confient à la justice. Là, on peut encore apprendre des choses au fur et à mesure des témoignages, mais je pense qu'on a quand même l'essentiel. Sur le déroulé de la soirée du 13 novembre, il y a encore quelques zones d'incertitude, notamment autour de Salah Abdeslam. Bien sûr, puisqu'il y a cette fameuse revendication le lendemain qui évoque un attentat dans le 18e arrondissement et il n'a pas eu lieu. Et on sait que Salah Abdeslam, avec avait une ceinture d'explosifs ce soir-là, il a laissé sa voiture dans le 18e arrondissement, mais à un endroit qui semble
éloigné de cibles évidentes. Enfin, c'est pas un endroit qui n'est près de la porte de Clignancourt, qui n'est pas très touristique, pas très fréquenté. Et ce qu'il a fait finalement, c'est d'aller acheter une puce téléphonique à Châteaurouge pour appeler ses amis d'enfance à Bruxelles pour qu'ils viennent le récupérer. Donc, qu'est-ce qu'il devait faire ce soir-là? On sait certains avaient envisagé de frapper soit le Sacré-Cœur, soit le métro. Mais ça fait partie des zones d'ombre, effectivement. Mais il est tout seul. Honnêtement, on peut se poser beaucoup de questions. Vraisemblable, enfin, il semble qu'il devait faire un attentat et qu'il a renoncé. Et il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est ces 2 membres de la cellule de Bruxelles qui, eux, sont en repérage à l'aéroport d'Amsterdam ce même soir, cette même journée du 13 novembre. Et là aussi, on peut se demander, est-ce qu'ils ont renoncé au dernier moment? Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé les armes? Pourquoi il y en a 2 qui sont à l'aéroport d'Amsterdam, alors que l'une des voitures des terroristes de Paris, elle, va faire un tour à l'aéroport de Roissy vers 18h? On ne sait pas pourquoi non plus. On ne sait pas pourquoi. Mais on ne sait pas non plus si tout était préparé, parce qu'il y a une part de préparation vraiment minutieuse, et puis il y a une place qui est laissée à l'improvisation, et cette souplesse a aussi a fait aussi leur force d'une certaine manière, parce que ça les rend plus difficiles à contrer, à déjouer, à détecter. Improvisation, c'est ce que raconte l'un de vos témoins qui a été pris en otage au Bataclan dans les dernières heures de l'attaque et qui raconte qu'ils font des choses qui ne sont sans doute pas écrites en avance dans un scénario. Non, parce que ce qu'on peut penser, c'est aussi que quand les 2 policiers, les héros de cette soirée, entrent au Bataclan au bout de 12 minutes de carnage et abattent l'un des terroristes sur la scène, les 2 autres qui sont au balcon n'ont peut-être pas bien compris ce qui se passait. Peut-être ont-ils cru que l'intervention policière était en cours, alors qu'il n'y avait que 2 agents de la BAC Nuit, enfin le commissaire et un brigadier, qui sont courageusement entrés et qui ont fait feu avec leurs pistolets. Et à partir de là, ils prennent des otages, ils se retranchent. Alors, est-ce que c'était préparé? Parce qu'on sait que quand même l'une des stratégies consiste à attendre l'arrivée de la police pour se battre finalement plus contre des civils désarmés, mais contre des policiers. Mais c'est vrai que l'impression qu'ils ont laissée aux otages, c'est celle d'une grande improvisation. À Paris, le 13 novembre, Sarah Guibaudot, ils étaient 10. 9 sont morts, il n'en reste qu'un seul vivant, Salah Abdeslam, toujours en prison. Sur les 10 à ce jour, il y en a 2 qui n'ont pas été formellement identifiés. Ce sont les 2 qui ont fait sauter leur ceinture devant le Stade de France. 2 Irakiens, a priori, on ne saura jamais de qui il s'agit. Alors 2 Irakiens, ça c'est le groupe État islamique lui-même qui nous l'a dit dans son communiqué. Les services de renseignement français pensent avoir identifié l'un d'entre eux, ça figure dans une note déclassifiée qui est au dossier. Ce serait un jeune de la région de Mossoul. Et ce qu'on sait, c'est que l'organisation terroriste est allée voir sa famille après sa mort et a annoncé qu'il avait commis un attentat suicide et a offert l'équivalent de 5 000 € et des moutons en guise de compensation. Le fil conducteur, pour revenir à votre travail, est cette question: pourquoi et comment des jeunes ayant grandi, à part ces Irakiens, donc a priori en grande partie en France et en Belgique, décident-ils de devenir terroristes et de semer la mort à Paris? Leur point commun à tous, à part à Salah Abdeslam, c'est d'être allé en Syrie. Oui, exactement. Salah Abdeslam, c'est le seul qui n'y est pas allé. Même son frère, Brahim, qui se fait exploser devant le comptoir Voltaire, on l'a su après, il avait fait un court séjour peut-être une semaine, 10 jours, au début de l'année 2015, ce genre de séjour express où vous êtes formé rapidement au maniement de la Kalachnikov et endoctriné pour revenir dans votre pays d'origine et attendre les consignes pour commettre un attentat. Donc c'est vrai que ces jeunes, c'est évidemment ce qui nous interpelle tous dans notre parcours. Certains partent donc sous l'influence bien sûr de la propagande djihadiste qui inondait Internet il y a quelques années. Alors, quel est leur degré de radicalisation, d'endoctrinement avant de partir? Je pense qu'il est variable, mais on sait que très vite, quand même, c'est une idéologie qui vous met dans l'idée qu'il faut se préparer à mourir, que c'est ça votre objectif, c'est d'atteindre le paradis promis par la propagande djihadiste et de commettre des attentats suicides. Ça, c'est quelque chose qui arrive quand même assez vite dès leur arrivée en Syrie. En fait, c'est le choix qu'on leur donne et ils sont mis face à ce qui devient leur avenir. Et puis, de ce qu'on peut reconstituer de leur parcours en Syrie, il y a quand même... ils sont passés par plusieurs phases qui les ont vraisemblablement extrêmement endurcis. Ils ont combattu pour certains dans une brigade des immigrés en 2014 qui s'est rendue coupable d'exactions dans la région d'Alep.
On voit Abdelhamid Abaoud, le chef des commandos parisiens, qui traîne des cadavres. On les voit jouer avec des têtes coupées. Enfin, ils sont vraiment très tôt quand même dans cet univers extrêmement dur. L'un des membres, par exemple, c'est vrai qu'à Paris, il y a un survivant, c'est Abdeslam. À Bruxelles, il y en a 2 autres. Et il y en a un pourtant qui était extrêmement endurci, Osama Krayem, un Suédois d'origine syrienne, puisque lui, il a participé à l'exécution du pilote jordanien qu'on a vu dans cette vidéo atroce en février 2015, brûlé dans une cage. Donc voilà, ils sont passés par toutes ces étapes en Syrie qui les ont progressivement déshumanisés. Effectivement, l'ancien otage Nicolas Hénin en parle très bien aussi, puisque l'artificier Najim Lachraoui a été l'un de ses geôliers. Ils ont des parcours différents toutefois, mais il y a un moment sidérant dans votre série et terrible a posteriori, le témoignage qu'a recueilli votre confrère de Radio France, Omar Ouaman. On est en février 2014, donc l'État islamique n'a pas encore déclaré le califat. Il parvient à rentrer en contact avec 2 Français qui racontent la facilité d'ailleurs avec laquelle ils sont allés jusqu'en Syrie et qui ont ces mots terribles et qui résonnent évidemment aujourd'hui. Si je rentre en France, je fais tout péter. Oui, alors on est justement précisément au sein de cette brigade des immigrés qui regroupe des Français, des Belges, mais aussi au départ il y avait beaucoup de Tchétchènes, des Tunisiens. Enfin, ce qui est important à comprendre, c'est quand même c'est sur ces combattants étrangers que l'État islamique s'est appuyé, qui ont permis la conquête de territoires là-bas en Syrie et en Irak. Et très tôt, effectivement, certains ont l'intention de commettre des attentats. Ils le disent dans ces interviews qui paraissent aujourd'hui prémonitoires. Pardon, je vous interromps, il ne s'agit pas, alors leur identité n'est pas révélée, mais il ne s'agit pas de participants du tout. Non, ce ne sont pas des participants directs. À l'origine, effectivement, ça fait partie des accords qu'on a souvent, les journalistes, on protège l'anonymat des personnes. Omar Ouaman, mon collègue, ne connaissait pas leur identité. Depuis, on les a identifiés et donc on garantit toujours cet anonymat parce que c'est un engagement, mais on sait que ce ne sont pas des participants directs, mais des gens qui ont côtoyé vraiment de près les terroristes de Paris et de Bruxelles. Mais cette volonté de commettre des attentats, elle est quand même présente très tôt. On a Mehdi Nemmouche, qui est le premier revenant à tuer 4 personnes au musée juif de Bruxelles en mai 2014, avant même que la coalition internationale, que les États-Unis commencent à intervenir en Irak et en Syrie. Donc c'est quelque chose qui était en gestation depuis l'origine du groupe État islamique, qui est lui-même l'héritier de mouvements djihadistes en Irak qui faisaient la guerre à l'Occident et aux Américains. Donc c'est quelque chose qui finalement était en gestation depuis le début. Merci beaucoup Sarah Guibaudot d'être venue ce matin à nous présenter donc cette série de podcasts. Elle est tout à fait disponible sur les plateformes. Elle s'appelle 13 novembre, l'enquête, donc en 9 épisodes de 20 minutes. C'est remarquable, c'est passionnant et c'est extrêmement documenté. Merci beaucoup à vous. Très belle journée et à bientôt.